Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de se poser une question assez fondamentale. Quand Bitcoin tutoie de nouveaux sommets, comme ce fut le cas il y a quelques jours, qui encaisse vraiment des profits? A l'inverse, quand justement Bitcoin est plutôt dans une phase de correction où tout le monde a un peu peur, qui est en train de sortir du marché? Et donc, potentiellement, qui est en train d'accumuler alors que les ruelles sont désertes, ou comme on le dit, il y a du sang dans les rues. Alors, on peut se poser la question, ceux qui ont hodlé, qui détiennent du Bitcoin depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois plutôt, ou la masse, justement la foule qui vient tout juste de débarquer. Puisque finalement, comprendre qui vend et qui achète, surtout quand, à quel montant, etc., c'est un peu lire entre les lignes du marché. Et vous le savez, l'analyse on-chain reflète ce comportement des investisseurs, que ce soit psychologique ou même dans leurs actions. Et pour ça, on va distinguer deux catégories fondamentales d'investisseurs. Les short-term holders, donc les détenteurs à court terme, les STH, vous allez beaucoup l'entendre dans cette vidéo, donc retenez bien, et les LTH, les long-term holders, ceux qui justement sont plutôt des détenteurs à long terme, des investisseurs long terme. Alors, on verra fondamentalement ce que cela signifie en nous basant sur les cycles précédents, mais surtout sur ce qui se passe aujourd'hui pour bien comprendre la dynamique, c'est important, mais aussi sur ce que cela va donc nous dire sur le marché actuellement. Je prends ce sujet-là aujourd'hui puisque le marché est plutôt en train de digérer la hausse qu'on a eue quand même depuis bientôt 2 mois, depuis un mois et demi. Nous sommes comme d'habitude dépendants essentiellement, j'ai envie de vous dire, de la force, de la demande, du cash, des dollars qui arrivent sur le marché. Pour le moment, Bitcoin tient bien les 100 000 dollars et les prochains jours seront très certainement très intéressants, ça c'est clair. Je suis Crypto Sapiens, maintenant vous commencez à me connaître et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pas forcément besoin de disclaimer puisque je ne vais pas forcément parler de cible de prix ou de quoi faire, mais on va bien parler de psychologie des foules, des investisseurs, de comportement, de en fait qui fait quoi sur le marché selon les différents moments où nous en sommes dans le cycle. Alors cette vidéo, j'ai envie de vous dire, fera un peu office de masterclass dans le sens où elle sera un peu plus pédagogique que d'habitude, mais plus forcément on va avancer ensemble sur la compréhension et la découverte de l'analyse on-chain et plus il faudra forcément passer par là pour mieux comprendre en fait les dynamiques de cette discipline et du marché. D'ailleurs, je compte du coup littéralement sur vous en commentaire pour me dire si ce format vous plaît ou pas du tout, ou si tout simplement, on va dire, les points de marché vous suffit amplement. Ce sera très intéressant de le voir. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas forcément envie de vous sentir déçu si je fais pas au moins une petite aparté sur ce qui se passe sur le marché actuellement. Bon, faut savoir que voilà, on est tombé sous les 105K, enfin sur les 105K aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous savez, généralement je la tourne le vendredi pour vous la publier le samedi matin. Donc on est sur les 105 000 dollars. Alors à quoi ça correspond? Déjà on le verra un peu plus tard. Ici on avait estimé qu'il y avait bien une petite surchauffe, une zone de prise de profit justement de nos détenteurs à court terme et on verra pourquoi. Mais les autres zones que je surveillerai, c'est évidemment les 102, 103 000 dollars qui sont ici déjà parce que ça nous a servi de range de consolidation pendant plusieurs jours. Mais en plus on a un gros cluster, une grosse, petit poil sur le micro, une grosse zone d'accumulation de Bitcoin. Donc c'est une zone excellente à protéger. Et la seconde, et là-dessus on va essayer de ne pas rigoler avec, c'est ce fameux coût moyen d'acquisition de nos fameux, encore une fois, détenteurs à court terme, qui est estimé aux 95 000 dollars. Et pareil, on va dire que pour un horizon de temps court moyen terme, je n'ai pas forcément envie de passer en dessous pour finalement que la dynamique passe de haussière à baissière. Voilà, c'est vraiment où nous en sommes aujourd'hui. Alors, ce sont des chiffres qui, en plus d'être une moyenne d'achat ici et une zone de range de consolidation ici sur les 102-103 000, ce sont les deux grosses zones, en tout cas, que nous avons d'accumulation sur lesquelles il faudrait absolument ne pas flancher. Je nous le souhaite. Bon, allez, on passe au sujet du jour. On va faire une définition express. Déjà, dans un premier temps, on a les long-term holders, nos fameux détenteurs à long terme, ceux que l'on peut appeler la smart money. Eux, il faut savoir qu'on les a mis dans une case où ils n'ont pas dépensé leur coin, leur BTC ici par exemple, depuis plus de 155 jours. Alors c'est pas un chiffre qui a été décidé au hasard, c'est que passé ce cap, la probabilité de vente de ces bitcoins chute fortement. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont des études faites par Glassnode et tout autre en fait pionnier de l'analyse on-chain qui déterminaient qu'à partir de passer ce cap, des 155 jours, donc quasiment j'ai envie de dire presque 6 mois, eh bien il y avait vraiment une probabilité à la baisse de voir les coins vendus. Donc on appelle ça des long-term holders, ce sont des investisseurs qui probablement veulent garder leur BTC sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors en gros, on va déterminer que c'est la smart money, puisque entre guillemets, ils auront quand même
pendant ces 6 mois, subi pas mal de FUD, subi pas mal de FOMO, des crashs, des pumps, et pourtant ils ont tenu bon. Ça, c'est le plus important à comprendre, c'est qu'à l'inverse, les détenteurs à court terme, ici en rose, donc là c'est leur supply détenu, j'ai oublié de le préciser, tout comme ici en bleu, mais on reviendra sur ces graphiques, eh bien eux détiennent leur coin depuis moins de 155 jours. En gros, ce sont principalement les nouveaux entrants, très réactifs, parfois émotionnels, mais aussi forcément tous ceux qui font du DCA régulier, les traders, etc. Exemple, l'exemple typique, personnellement, je suis à la fois un LTH et un STH, donc un long term holder et un short term holder. Pourquoi ? Parce que j'ai du BTC qui a plus de 6 mois, mais à la fois, je fais un DCA assez régulier sur Bitcoin, donc forcément, je suis aussi un short term holder, parce que j'ai du Bitcoin qui est de moins de 6 mois. Et donc, c'est très important à comprendre parce que je vois très souvent ça sur les réseaux. Regardez, la smart money, les investisseurs long terme accumulent. C'est faux, puisque quand j'achète aujourd'hui, je suis un STH, même si fondamentalement, je suis peut-être un LTH et que je veux conserver mon Bitcoin pendant 10 ans jusqu'au million, par exemple. Mais tant que je ne dépasse pas la barre symbolique des 155 jours ou des quasiment 6 mois, eh bien je ne passerai pas LTH. Ce n'est qu'à ce moment-là que, une fois dépassé, je passerai un long term holder, une smart money et potentiellement un investisseur à long terme. Donc quand on lit les LTH accumulent, en réalité c'est faux. Ils l'ont fait il y a 6 mois et c'est que maintenant qu'on va l'observer. D'ailleurs c'est exactement le cas sur ce qu'on repère ici. On a vu que la supply de détention des détenteurs à long terme a augmenté depuis typiquement notre bottom du mois d'avril. Eh bien ce sont tous les bitcoins qui ont été accumulés sur cette zone ici qui sont passés de court terme à long terme, puisque les investisseurs, malgré en fait le top, malgré le crash, n'ont pas vendu, et donc c'est un peu une smart money qui attend patiemment que potentiellement le prix aille beaucoup plus haut. Alors maintenant c'est extrêmement intéressant, mais pourquoi les séparer entre les deux ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont un comportement diamétralement opposés. C'est-à-dire les STH, nos détenteurs court terme, sont très réactifs et c'est très souvent leur comportement qui crée des petits tops et des petits bottoms, comme justement on a vu ici et comme pour l'instant on a vu sur les 111, 112 000 dollars. Justement ces exemples les plus récents en fait, vous nous montrez, hop, si je passe à peu près on va dire ça, ici par exemple, aux profits réalisés ou aux pertes réalisées de nos détenteurs à court terme. Donc tout ce qui est au-dessus de cette barre noire, ce sont des profits, tout ce qui sont en dessous, ce sont des pertes réalisées. Et regardez, lors de la baisse de Bitcoin de son précédent ATH en janvier jusqu'à toute la phase de baisse qu'on a eue jusqu'à avril, on remarque bien qu'il y a eu énormément de pertes encaissées et donc cela peut nous servir de point d'ancrage pour un potentiel bottom. C'est arrivé exactement de la même manière durant l'été 2024. Beaucoup de ventes d'investisseurs, principalement, on le verra après, mais ce sont des pertes réalisées surtout, parce qu'ici on est bien sur Realized Profit and Loss. Quand ils prennent des gains, c'est ici, quand ils prennent des pertes, c'est ici. Donc, ici, on est dans des zones où la demande est au plus bas, plus personne n'est intéressé, direction la cave, direction le bear market, sauf que le marché, forcément, il doit maintenant digérer tout ce qui vient de se passer sur le marché, donc on peut avoir un bottom. En fait, une fois l'euphorie, mais à l'inverse, donc la peur un peu extrême, on arrive sur ces zones de bottom qui sont extrêmement intéressantes. Inversement, quand on observe un petit FOMO comme ce qui vient de se passer sur les 110 000 dollars, eh bien on a plutôt un comportement d'accumulation déjà de supply, donc à l'inverse d'une correction où ils vont se délester de leur coin mais à perte. Ici en plus ils vont FOMO sur le prix parce qu'ils n'ont pas envie de louper le train, donc leur supply, leur détention de Bitcoin augmente, et puis en plus, il y a des prises de profit assez énormes. Regardez ici, on a eu des prises de profit qui justement sont beaucoup plus élevées que ce qui s'était passé sur ces niveaux-là. C'est très logique, et forcément, ça peut nous créer un petit top, puisque le marché a besoin de digérer ce yo-yo en fait fondamental, ce qui se passe sur le marché. C'était d'ailleurs ce qu'on avait vu dans la vidéo d'il y a 2 semaines sur les tops probables. On avait vu la zone des 110 000 dollars. On l'avait eu en visu, justement en cible, en target, comme prise de gain de leur côté. Et pour l'instant, ça n'a pas loupé. On voit qu'ils ne se sont pas gênés pour prendre des profits. Alors, il y a tous ceux, comme vous et moi potentiellement, qui avons accumulé ici pour vendre sur ces niveaux-là. On ne crache pas sur un plus 50% sur Bitcoin. Les alts, j'en parle même pas. Mais donc forcément, on est plutôt sur ces niveaux-là. Regardez ce qui se passe. Il y a 2 semaines, on avait vu cette première bande là que vous voyez en pointillé rouge
de résistance sur le marché. Comme vous le voyez par le passé, eh bien écoutez, nous a servi, bon par exemple en novembre on l'avait franchi comme dans du beurre, mais en mars dernier, elle nous avait servi de canal haussier en fait à suivre. On était dans à peu près, que je me trompe pas, on était dans ce canal ici en mars-avril. Malheureusement, j'ai pas pris le bon screen, mais vous comprenez l'idée. En fait, on a une première zone de surchauffe qui est justement la première déviation standard qui est ici, hop, c'est celle-là, non, c'est celle-ci des 0,5. Et ensuite, justement, on avait plutôt dépassé cette limite-là et on avait atteint la deuxième déviation standard où là, il y avait pas mal de prises de profit. Donc pour l'instant, c'est assez logique, je trouve, de voir en fait cette zone-là toper. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est tenir celle-ci, là, en pointillé, puisqu'en fait, le but, c'est de rester dans ce canal haussier. Voilà, tout en laissant le marché digérer ce qui vient de se passer. Les détenteurs à long terme, à l'inverse, c'est plutôt la smart money, c'est-à-dire qu'ils achètent quand c'est calme, quand la peur domine le marché, et ils accumulent plutôt pendant forcément les bear markets, j'ai envie de vous dire, c'est les meilleures phases pour eux, ou encore pendant les grosses corrections, comme cela s'est passé en août 2023, l'été 2024, ou encore ce qui vient de se dérouler en avril, mais ça on le saura, j'ai envie de vous dire, que dans 5 mois maintenant. Donc, c'est plutôt intéressant parce qu'eux, ils veulent vraiment faire mûrir leur investissement et distribuer, plutôt vendre, quand les prix deviennent alléchants. Regardez, c'est quand même beaucoup moins chaotique que les détenteurs court terme qui alternent entre prise de gain, prise de perte, prise de gain, prise de perte, prise de gain, prise de perte, etc. Alors que les détenteurs à long terme, eh bien, pendant le bear, évidemment, eux aussi capitulent. Ce ne sont pas des mains magiques, ce ne sont pas des diamond hands comme on dit tous pour autant. Mais par contre, en fait, c'est vraiment des phases de prise de perte, puis des grandes phases de prise de profit où il y a, vous voyez, quasiment plus aucune prise de perte. C'est logique puisqu'ils ont accumulé bas pour certains et ils ont vendu haut pour beaucoup d'autres. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Leur comportement est beaucoup plus stable, en tout cas là-dessus, beaucoup moins émotif. C'est ce qui est vraiment le plus important, je trouve, à retenir. Et c'est pour ça aussi qu'on fait vraiment la comparaison entre les deux. Donc, dans leur comportement, pourquoi je dis qu'ils sont diamétralement opposés? Eh bien, regardez ce qui se passe forcément au niveau de leur détention de Bitcoin. Durant les cycles haussiers, ils se délestent de leur coin. Encore une fois, il y a ce principe d'offre et de demande, c'est-à-dire que pour chaque Bitcoin qu'on a envie d'acheter, si on FOMO sur le prix, il faut bien qu'il y ait des vendeurs. Et ces vendeurs, ce sont évidemment nos détenteurs à long terme qui accumulent durant les baisses, hop, tout ici, avant de pouvoir se délester durant les hausses. Et c'est exactement, et là encore accumulé, entre guillemets, durant les latéralisations, et ensuite se délester durant les hausses. Et c'est vraiment ce qui se passe. Regardez, c'est l'inverse de ce qui se passe avec les détenteurs à court terme. Ils accumulent pendant les hausses, puisqu'évidemment on parle de FOMO, peut-être les retails qui arrivent sur le marché. En 2021 c'est pareil, 2024, c'est exactement le même pattern. Donc nous, en fait, il faudra se poser la question, j'ai envie de vous dire, à qui on a envie de ressembler et à qui on fait confiance ou pas quand les choses s'enveniment, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ce qu'il faut retenir ensuite, c'est que, on va dire que je vous l'ai dit un peu plus tôt, les STH sont un peu garants de la volatilité à court terme, donc vont être ceux qui vont nous permettre de repérer les petits tops entre guillemets et les petits bottoms, mais justement, les LTH, eux, vont beaucoup plus être garants des renversements de tendance, forcément, puisque en bas, ils soutiennent généralement, enfin en bas, lors du bottom, ils soutiennent généralement l'action du prix. Très peu de ventes ici. En fait, c'est un graphique qui nous permet de voir si beaucoup de vieux bitcoins sont vendus. Donc ici, par exemple, en vert, très peu de ventes. Hop, quand justement on est dans des phases où il y a besoin de soutenir le prix. Et à l'inverse, quand on est plutôt proche des tops, eh bien eux, ils vont créer une pression vendeuse accrue. Regardez, ici, on est sur du rouge orangé à chaque fois. Écoutez, proche des tops. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui, c'est qu'on revient un tout petit peu dans une dynamique de pression vendeuse, ce qui est normal. Et à la fois, voilà, donc il faudra qu'on fasse gaffe justement à voir si la demande ici va commencer à suivre ou s'essouffler. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça, parce que la demande, évidemment, on parle des STH, de nos fameux détenteurs court terme, qui vont devoir non pas s'armer de patience, mais s'armer de leur FOMO pour pouvoir accumuler sur des niveaux sur lesquels les détenteurs à long terme, eux, vont décider à vendre. Et ça, c'est exactement ce que l'on cherche à avoir. On a envie d'avoir des signaux extrêmement précieux comme ça. Par exemple, si l'on voyait que les STH vendent à perte, mais que nos LTH tiennent bon,
Hop, on va regarder ces deux graphiques ici. Regardez nos STH qui capitulent, mais nos LTH qui n'ont pas forcément plus envie que ça de vendre qu'à l'accoutumée. Eh bien écoutez, on se retrouve beaucoup plus sur peut-être une simple correction dans un cycle haussier, ce qui s'est passé durant avril 2025. Par contre, si on voit les LTH qui ici distribuent massivement et les détenteurs à court terme qui font de même, et bien ici, et bien évidemment, on a un risque de top de marché puisque, écoutez, si les deux se mettent en harmonie pour vraiment distribuer leurs coins, on va forcément épuiser la demande, on va épuiser les nouveaux acheteurs qui arrivent sur le marché et donc ça peut créer un risque de top comme justement c'est arrivé ici en novembre-décembre de 2024. Et à l'inverse, si j'ai envie de vous dire, si tout le monde vend à perte comme cela est arrivé lors du bottom de 2022, eh bien on remarque bien qu'ici, s'ils se mettent de concert pour vendre, c'est qu'évidemment il y a une capitulation du prix et que potentiellement on a une zone de bottom potentielle. Et forcément, si vous êtes comme moi, vous avez envie d'être des investisseurs rentables, vous avez envie de faire de l'argent et donc forcément, plutôt que de se baser sur nos émotions, on va essayer de se baser sur celui des autres, sur celui de la masse justement et des comportements qui en découlent pour prendre les meilleures décisions d'investissement et essayer de faire un peu d'argent. Donc vous allez me dire, Sapiens, ça fait 15 minutes que tu parles, mais comment tu l'utilises dans ton investissement, dans ton quotidien, on va dire, d'investisseur? Eh bien, on va se poser les bonnes questions au bon moment. C'est aussi ça l'analyse on-chain, c'est savoir avoir un petit feeling et se dire, ok, est-ce que par exemple ici, j'ai envie d'acheter potentiellement du Bitcoin, mais je vais me poser la question est-ce que tu as vraiment envie d'acheter lorsque les détenteurs à long terme prennent des gains massifs? Est-ce que tu as vraiment envie de servir de porte de sortie pour ces investisseurs? Non. À l'inverse, est-ce que justement, tu te dis, on est dans une phase de correction, est-ce que le marché m'inquiète, mes émotions me disent de vendre et de potentiellement capituler, prendre des pertes, mais je me sentirais peut-être mieux. Mais est-ce que tu as envie réellement de capituler en même temps que la masse des détenteurs à court terme capitulent eux aussi, comme par exemple c'est arrivé sur ces phases-là? Numéro 2, pareil, j'ai pas trop forcément envie de me retrouver dans ces situations. Pourtant, je vous l'ai déjà dit, mais c'est exactement ce que je faisais en 2021. Je capitulais à chaque correction et je réinvestissais, je FOMOssais, je subissais le FOMO à chaque fois que en fait, rétrospectivement, je regardais un peu ce qui se passait en 2021. J'investissais quand les investisseurs à long terme prenaient le maximum de profit. Donc l'intérêt, c'est vraiment de cumuler l'analyse de ces deux catégories d'investisseurs, les STH qui nous aident à lire le très court terme et les LTH qui nous aident à lire la tendance de fond du marché. Et donc du coup, on gagne une sorte de vision d'ensemble assez complète sur du moyen terme. Personnellement, par exemple, je regarde très souvent les LTH lorsque je sens qu'on est monté trop haut, beaucoup trop vite, et je regarde leur comportement. Si on se base à aujourd'hui, eh bien, pour l'instant, on est un peu comme la vidéo de la semaine dernière, on est vraiment les fesses entre deux chaises, on est sur un entre-deux, ni trop de profit extrême, ni non plus quelque chose de très mesuré, donc on est vraiment dans un entre-deux ici. Et à l'inverse, je vais regarder ce que nous font nos STH, nos détenteurs court terme, pour repérer les meilleurs moments de DCA, et encore faire une fois un DCA un peu optimisé. J'achète quand ils vendent à perte, et forcément, je vends quand ils prennent énormément de profit, ou même comme par exemple sur ces zones-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, leur comportement est assez similaire à une pause de marché, comme on l'a dit la semaine dernière, et c'est pour ça que je voulais faire ce petit topo aujourd'hui. Pas besoin de voir autre chose, j'ai envie de vous dire. Les détenteurs à court terme ont pris pas mal de gains ces derniers temps, les LTH aussi. Du coup, tout cumulé, donc tout profit réalisé, tout profit réalisé cumulé, je vais y arriver, nous permettent de montrer qu'on arrive dans cette zone en petit pointillé orangé, on l'a dépassé, qui correspond à cette première étape de chauffe où il faut commencer à faire attention. Encore une fois, on n'en est pas à cet extrême où on dépasse la petite bande rouge en pointillé. Mais évidemment, on n'a pas eu ce qu'on appelle de blow-off top, où tout le monde prend énormément de profit. Mais comme la demande du côté des nouveaux arrivants a déjà pas mal diminué, on sent une sorte d'essoufflement sur le marché qui paraît finalement assez logique. Du coup, j'ai envie de vous dire, on digère un peu en quelque sorte ces 2 mois assez intenses. La capitulation aux 75 000 $ des STH à un nouvel ATH où beaucoup de gens prennent ses profits. Donc il est normal de vivre cette période actuelle. On latéralise toujours et on reste au-dessus des 100 000 $. Donc je vais être très curieux, et je pense que vous aussi, de suivre leur comportement en tout cas respectif dans les jours et dans les semaines qui suivent. Si la demande arrive, comme on le voit,
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a quand même de la marge avant une surchauffe extrême, mais si au contraire l'arrivée des capitaux se tasse comme on est en train de le voir petit à petit, parce qu'encore une fois on s'essouffle, on va peut-être subir quelques turbulences, puisque forcément les STH vont aussi commencer petit à petit que le prix va baisser à vendre par peur. Tous ceux qui ont acheté les 110, 111, 112 000 dollars auront peur de voir le cycle se terminer, mais évidemment les LTH, de leur côté, vont faire la même chose que d'habitude. Ils vont continuer de vendre petit à petit, à lisser leur sortie de gains, mais sans excès. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qu'on voit. On voit pas d'excès, mais forcément, les deux combinés ici vont créer un déséquilibre si la demande ne suit pas pour absorber ces prises de profit. En conclusion de cette vidéo un peu masterclass, déjà, c'est important de savoir que j'avais noté cette phrase plutôt intéressante, c'est nos détenteurs à court terme allument les étincelles, mais ce sont bien nos détenteurs à long terme qui nourrissent l'incendie ou qui l'éteignent. Donc finalement, lire la blockchain, pour finir là-dessus, c'est lire la psychologie du marché et cette distinction entre ces deux catégories d'investisseurs, c'est vraiment un aiguillage assez intéressant pour naviguer dans le cycle des crypto-monnaies, puisqu'on peut à chaque fois se dire, ok, à chaque fois que je vais prendre une décision, je vais faire une action, je regarde ces graphiques et je me pose vraiment la question, est-ce que je vends comme ceux qui perdent de l'argent ou est-ce que, à l'inverse, ce serait pas très bête, pas très idiot d'investir quand justement potentiellement tout le monde en perd. Évidemment, si vous n'avez pas le temps de regarder tous ces indicateurs, je vais prêcher ma paroisse, mais comme je crois dans l'environnement de travail dans lequel je bosse, évidemment j'ai envie de vous dire, on a potentiellement, si cela vous intéresse, le moyen de rejoindre le groupe d'Alan Trading. C'est une académie de travail où évidemment on n'est pas là pour vous donner le poisson, mais vous apprendre à pêcher. Et je suis forcément le professeur, entre guillemets, le formateur qui gère l'analyse on-chain. Donc si cela vous plaît, évidemment, vous aurez le lien dans la description de la vidéo, puisque, encore une fois, petit disclaimer, on ne vous dira jamais quoi faire, mais plutôt comment le faire. Et ça change tout. De votre côté, surtout, et ça c'est important, dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous regardez les data on-chain de votre côté ou est-ce que voir ma tête tous les samedis vous suffit largement? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous aura plu, encore une fois, pensez-vous à vous abonner. Vous êtes de plus en plus ici, ça me fait extrêmement plaisir. À liker la vidéo, à la partager à un ami, à des connaissances et bien sûr à vous, j'ai envie de dire, voilà, à se voir la semaine prochaine, puisqu'encore une fois, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Donc je vous dis à très bientôt et encore merci.